Bonjour à tous, alors dans la vidéo précédente, nous avons vu quel était le lien entre subduction et magmatisme. On a vu qu'au-dessus des zones de subduction, il y avait production de matériaux continentaux. Nous allons dans cette vidéo nous intéresser plus particulièrement à l'origine de la croûte continentale. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la vidéo précédente, nous étions restés sur l'idée que la croûte océanique subissait une déshydratation, que ça hydratait la péridotite du manteau supérieur qui se trouvait sous la croûte continentale. Cette péridotite hydratée allait être entraînée par le mouvement de subduction et quand elle atteignait environ les 550 km de profondeur, on avait fusion partielle de la péridotite hydratée et à ce moment-là, nous avions naissance d'un magma qui se déplaçait et qui allait traverser la croûte continentale pour donner soit du volcanisme explosif, soit des plutons. Mais voilà, dans la croûte continentale, on a trouvé donc des roches de nature différente. Ici, on peut trouver donc dans ce pluton qui s'est dessiné, on va trouver de la diorite. Mais quand on analyse la position des plutons, parfois on s'aperçoit qu'à partir d'un pluton, il y a un chenal qui s'est formé et que nous avons un deuxième pluton secondaire. Et qu'ici, nous avions une roche de nature légèrement plus acide, à savoir une granodiorite. Comment ça se fait qu'à partir d'une même masse de magma, on va obtenir deux roches différentes? Tout simplement parce que quand le magma il arrive ici, il va cristalliser une première fois, il va perdre des éléments chimiques qui vont constituer des minéraux à l'origine de la diorite, et le magma résiduel, c'est-à-dire le liquide qui reste, va continuer de se faufiler. Il aura donc une composition chimique différente et ça va donner une autre roche. Je vous renvoie à la vidéo sur la cristallisation fractionnée. Et comme ça, on va avoir de boule de magma en boule de magma bloquée, une acidification du magma jusqu'à obtenir parfois des plutons de granit. De plus, on peut observer souvent dans les granodiorites, comme on en a déjà parlé pour la granodiorite de la Sierra Nevada, on peut trouver des enclaves qui correspondent à des mélanges de magma basique, c'est-à-dire de péridotite hydratée, et de magma plus acide provenant de la croûte continentale avoisinante. Que je vous l'ai dit, on pose un couteau chaud sur une plaquette de beurre, le beurre fond. Alors imaginez un magma chaud à 1000-1200 degrés, dans une croûte continentale qui tourne aux environs de 150-200 degrés en profondeur, et bien la roche juste autour là, elle va fondre au contact de ce magma chaud. Et on va donc avoir ce qu'on appelle une contamination. On va donc acidifier accidentellement notre magma. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour fabriquer de l'ACC, il faut de l'ACC. Donc on a un problème. Quelle est l'origine au final de la première croûte continentale observée sur la planète? Puisque pour fabriquer de l'ACC, il faut de l'ACC. Il faut un énorme bloc de roche ici, 30, 40, 60 km d'épaisseur, pour bloquer le magma en profondeur, pour provoquer la cristallisation fractionnée. Il faut également une roche plus ou moins acide qui va fondre et contaminer le magma plus ou moins basique pour fabriquer des roches type granodiorite et granite. Alors comment est-ce possible? C'est le chien qui se mord la queue. Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. L'histoire de notre planète est découpée en grandes périodes. Actuellement, nous sommes dans une période qu'on appelle le phanérozoïque parce qu'elle contient la vie. Mais avant 0,5 giga-années, milliards d'années, il n'y avait pas de vie sur la planète. Cette période s'appelle le précambrien. Pourquoi précambrien? Parce que pré veut dire avant. La toute première période ici du phanérozoïque, c'est le cambrien. C'est là où a explosé la vie marine. Donc dans cette période de précambrien, la Terre a connu trois périodes différentes et on va démarrer par l'AD1. L'AD1 correspond à la période de l'histoire de la planète où notre Terre n'était qu'un océan magmatique. Voici l'aspect de la Terre il y a 4,5 giga-années, imaginé par des artistes. À cette époque, la Terre subit un bombardement intense et il y a eu un crash très célèbre, celui de l'astéroïde Theia, qui entra en collision avec la Terre il y a 4,53 giga-années. Il est à l'origine de la formation de la Lune. En effet, le choc propulsa dans l'espace des débris qui se sont mis à tourner autour de la Terre. Il y a eu formation de deux lunes,
notre lune principale et une petite lune. Ces deux lunes ont fini par entrer en collision et ça a donné notre lune actuelle. Notre Terre à l'époque était donc une Terre magmatique, c'était un océan magmatique. Voici une vue imaginée par un artiste de la Lune vue depuis la Terre. Et voici une vue d'artiste de notre Terre à la D1 vue de l'espace. Donc à la D1, nous avons eu formation de la première lithosphère océanique par refroidissement et hydratation de la surface de l'océan magmatique. Alors comment cela a été possible? Tout simplement, imaginez notre Terre une grosse boule de magma qui va progressivement refroidir, qui se fait bombarder d'astéroïdes, qui apporte des corps riches en volatiles. Et progressivement, on va donc avoir autour de la planète de la vapeur d'eau qui s'accumule. Sauf que la planète refroidit en température, on va avoir donc à ce moment-là condensation et on va avoir une pluie qui va créer un océan sur la planète. Cette pluie, vous vous en doutez bien, a duré suffisamment longtemps pour pouvoir créer les océans. À partir du moment où les océans sont apparus, on a donc eu un refroidissement plus rapide de la surface de cet océan magmatique et donc mise en place d'une lithosphère océanique. Sauf que voilà, l'intérieur de la Terre étant toujours très chaud, nous avons des mouvements de convection puisque la chaleur va chercher à s'évacuer et donc progressivement on va avoir la mise en place d'une tectonique qui va impliquer cette première lithosphère océanique. On va avoir des zones échappatoires de chaleur, ce sont les dorsales, et on va avoir des zones forcément où on a de la matière qui rentre à l'intérieur de la Terre, puisque bien sûr au niveau des dorsales on a fabriqué, donc il faut bien éliminer ce qu'on fabrique, puisque la Terre n'augmente pas de volume. Donc à la D1, la Terre était vraiment très chaude, il y avait beaucoup d'évacuation de chaleur, ce qui veut dire qu'on avait plein de dorsales. Mais alors vraiment plein. Bon, je ne veux pas toutes les repasser en rouge, mais globalement, vous imaginez notre Terre une énorme boule source de chaleur, il faut que la chaleur s'échappe. Donc plein de dorsales, et on commence à voir apparaître des tout petits morceaux qui dépassent du niveau des océans. Ce sont les premiers noyaux de continents. Donc ça, nous avions des milliers et des milliers de microplaques. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 13 à 16 plaques. Tout va dépendre des scientifiques. Bref, un petit peu plus de 10 plaques. Le problème est, comment on a fait pour passer de ça à ça? Ce graphique nous apporte des informations sur le pourcentage de croûte continentale par rapport au volume actuel de la planète. Et donc ce en fonction du temps. Si on reprend ce qu'on vient de dire, à l'Archéen, on avait énormément de dorsales, donc on fabriquait essentiellement du plancher océanique. Donc du coup, on n'avait pas beaucoup de croûte continentale. Par contre, à partir de la fin de l'Archéen, la croissance de la croûte continentale est beaucoup plus importante. Comment on le sait? Parce qu'on retrouve quasiment pas de croûte continentale de cet âge-là, alors que de celle-là, on en trouve un paquet. Donc du coup, on peut dire qu'on a eu une forte période de croissance après l'Archéen. Ça veut dire quoi? Qu'il y a forcément eu un changement de régime dans la fabrication de la croûte continentale entre l'Archéen et le Protérozoïque. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Reprenons ça. Archéen, tonnes de dorsales, forcément des tonnes de subduction. Aujourd'hui, 13 plaques, pas beaucoup de dorsales, pas beaucoup de subduction. Et ici, des plaques beaucoup plus grandes qui ont le temps de refroidir, alors que là, les plaques, si elles se fabriquent d'un côté, qu'elles se déplacent et qu'elles vont disparaître de l'autre, est-ce que vous croyez qu'elles ont le temps de beaucoup refroidir? Pas vraiment. Dès qu'elles sont fabriquées, elles plongent. Alors que celle-là, elle est fabriquée ici, d'accord? Alors hop, je n'ai pas pris la bonne pour le meilleur exemple, mais elle est fabriquée ici aussi. Et hop, elle remonte et hop, elle vient ici. Avant que celle-là, elle soit totalement recyclée, cette plaque, il va s'en passer du temps, alors que là, ça va être beaucoup plus rapide. Donc ici, on a subduction de plancher océanique chaud, alors que sur la Terre, actuellement, nous avons subduction de plancher océanique froid. On a vu ça dans une vidéo précédente sur Tectoglobe. Si je reprends la carte avec l'âge des fonds océaniques. Ici, donc, j'ai une dorsale, d'accord? Alors, je vous rappelle que les axes sont déviés en raison du pôle eulérien. Rappel programme de première S. Bref, fabrication au centre au niveau des dorsales, écartement de la matière, et nous avons ensuite à certains endroits, comme ici, nous avons subduction. Ici également, nous avons subduction. Ce sont des zones où la lithosphère océanique va s'enfoncer, où nous aurons donc disparition. Sauf que, vous voyez que plus la distance est grande, plus la roche qui va être subduite
va être vieille et refroidie. D'accord? Donc dans le bleu, on atteint jusqu'à même 200 millions d'années. Alors qu'ici, on est dans le orange, on a des roches de 60 millions d'années qui s'enfoncent. Donc imaginez maintenant, à l'époque de l'AD1, où nous avions des dorsales et des subductions très voisines, les roches qui s'enfonçaient étaient des roches qui avaient à peine 20 millions d'années. Donc elles étaient très jeunes et donc très chaudes. On peut donc supposer qu'à l'époque de l'AD1, la fabrication de la croûte ne se faisait pas à partir de lithosphère océanique refroidie qui s'enfonçait, mais à partir de lithosphère océanique chaude qui s'enfonçait. Et ça, on en a des petites traces actuellement sur la planète. On peut voir ce qui se passe quand une lithosphère océanique chaude s'enfonce. Ça va se passer ici, ça va se passer là. Là, on a de la roche toute fraîche qui va s'enfoncer. Alors, je dis fraîche, hein, pas froide, hein, mais récemment formée. Et dans ces zones-là, on a un volcanisme particulier. On voit des roches qui s'appellent les adakites. Nous sommes ici au sud du Chili. Nous avons dans cette zone-là une grande zone de subduction. Et cette zone de subduction est proche d'une dorsale océanique. Ce qui veut dire que les roches qui entrent en subduction sont très chaudes. Elles ont entre 0 et 5 millions d'années. Elles n'ont pas eu le temps de se refroidir. Globalement, les adakites, on les observe sur la planète, autour de la ceinture de feu, à chaque fois dans des zones qui sont proches des dorsales, à chaque fois avec donc des roches chaudes qui s'enfoncent. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre enfoncer de la roche froide et de la roche chaude? Allons voir ces adakites de plus près. Alors j'ai vraiment pas d'échantillon d'adakites à vous montrer, vous pensez bien que c'est super rare. Ici, nous avons une adakite observée à l'œil nu. Au premier abord, ça ressemble à de l'andésite, à peu près la même teinte, sauf que quand on regarde au microscope, on va retrouver des minéraux identiques, à savoir les plagioclastes. Par contre, on va observer d'énormes amphiboles. Et ça, des grosses comme ça, on n'en a pas des masses dans l'andésite. Donc là, on a une légère différence. On va également observer des grenats. Alors, on ne les voit pas très bien ici. Là, on en a un. Les grenats, je vous rappelle qu'au microscope, ils sortent noirs. On ne les voit pas, ils sont éteints, ils ne laissent pas passer la lumière. Donc, on a des grenats et on a des amphiboles. Chose qu'on ne retrouve pas dans les andésites. Dans les andésites, il n'y a pas de grenats et il y a un petit peu d'amphiboles. Qu'est-ce qu'on sait des grenats? Ça nous dit quelque chose. Les grenats sont fabriqués lors du trajet d'enfoncement de la lithosphère océanique dans la subduction. Les grenats sont caractéristiques d'une lithosphère océanique, précisément d'une croûte océanique, qui a été métamorphisée par augmentation de pression. Donc, si dans l'adakite on retrouve des grenats, c'est que le magma à l'origine de ces adakites, puisque je vous rappelle que les adakites, elles sortent des volcans en surface, le magma à l'origine des adakites vient d'une certaine profondeur et a été formé à partir d'une roche qui contient des grenats. Or, la seule roche en profondeur dans la solution qui contient des grenats, c'est le basalte ou le gabbro qui a été métamorphisé. Donc, on se trouve ici avec la preuve qu'on a bien eu fusion de la croûte océanique qui s'est enfoncée. Alors qu'en temps normal, sur la Terre, en subduction, on n'a pas de fusion de la croûte océanique. Si je prends le diagramme des conditions de stabilité du grenat et de la hornblende, nous avons ici la pression, kilobar, la température, le géotherme de subduction. Nous avons en rouge le solidus du basalte, nous avons en G la limite de stabilité du grenat et en H la limite de stabilité de la hornblende. Vous allez me dire, oh là là, on n'a pas l'habitude, là, pourquoi la flèche elle est vers le haut? D'habitude elle est vers le bas. Ah oui, on vient de le faire, vers le bas. C'est logique, c'est en profondeur. Eh ben oui, mais il y a des scientifiques, ils le construisent en mettant l'axe vers le haut, en disant, bah oui, on augmente la pression. Sauf que nous, on sait que pour augmenter la pression, il faut s'enfoncer en profondeur. Bon, c'est pas grave, attendez. Hop, je retourne. Haha, je suis fortiche. Hein. Donc voilà, bah, je vous l'ai mis dans le sens habituel de lecture. Température, profondeur. Oui, bah c'est tout imprimé à l'envers. On s'en fiche, c'est pas grave. Vous n'êtes pas bête, vous allez réussir à le lire. Donc ici, j'ai température, pression, mon géotherme de subduction, c'est-à-dire l'évolution des conditions de pression de température le long de la croûte océanique subduite. J'ai mon solidus du basalte, j'ai ma limite de stabilité de la hornblende, c'est-à-dire qu'avant la hornblende ne fond pas, après la hornblende elle fond. La limite de stabilité du grenat, ce qui veut dire que au-dessus le grenat n'est pas formé et en dessous le grenat est formé. Et moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai une adakite avec de la hornblende, du grenat, qui provient d'un magma formé forcément à partir de croûte océanique métamorphisée.
Il me faut donc faire fondre une roche sans lui faire fondre son grenat et sans lui faire fondre sa hornblende. Et du coup, si je regarde bien, je peux faire conserver mon grenat en dessous de cette limite. Je vais conserver ma hornblende à gauche de cette limite. Donc là, je vais conserver ma hornblende et mon grenat. Mais attention, si je suis là, j'ai passé le solide hydraté du basalte. Donc là, je réussis à faire fondre du basalte qui a été métamorphisé sans toucher au grenat, sans toucher à la hornblende. Dans cette zone-là, je peux fondre et produire du magma qui donne des adakites. Le problème, c'est que notre géotherme de subduction actuel ne passe pas dans cette zone. Donc, notre système de subduction actuel ne peut pas être à l'origine de la production de magma type adakitique. On a donc forcément, pour produire du magma adakitique, un géotherme qui passe dans cette zone. S'il ne passe pas dans cette zone, la roche ne fond pas. Il faut des conditions de pression-température suffisantes pour faire fondre la croûte océanique subduite. Donc, ça confirme notre hypothèse qu'à l'époque de l'Archéen, les roches subduites devaient être chaudes et notre géotherme de subduction devait passer par là. Et donc, si notre géotherme de subduction passe par là, on va faire fondre la croûte océanique, on va avoir fusion, sauf qu'on est dans le cas d'une fusion d'une roche, sans fondre le grenat, sans fondre la hornblende. On va donc avoir un magma riche en cristaux de grenat et en hornblende qui va remonter vers la surface. Si on étudie à la surface de planète les différentes zones de subduction, les zones qui font subduire de la croûte océanique très ancienne, de 100 millions d'années, elle ne recoupe jamais le solidus hydraté, donc on n'a jamais fusion de la croûte océanique subduite. Les croûtes océaniques qui ont 50 millions d'années, elles s'enfoncent, elles sont à la limite, elles ne fondent pas. Par contre, toutes les croûtes qui s'enfoncent et qui n'ont que 10 millions d'années ou 5 millions d'années, elles rentrent dans cette zone qu'on appelle la fenêtre adakitique, c'est-à-dire l'ensemble des conditions de pression-température qui font que la croûte océanique subduite va fondre sans perdre ses grenats, sans perdre sa hornblende, c'est-à-dire donner du magma adakitique. Donc si on reprend ce graphique, on a dit à l'Archéen, on a un rythme de fabrication de CC qui n'est pas très rapide et après l'Archéen, on a une forte augmentation de production de CC. Essayons de comprendre comment ça se fait qu'on n'a pas beaucoup de croûte continentale et puis après d'un coup on en a beaucoup. Si on représente ça sous forme de petits schémas, nous sommes à l'Archéen, nous avons une croûte océanique subduite qui est récente, qui est chaude et qui va rapidement fondre. Elle va fondre et elle va donner naissance à du magma qui va remonter. C'est du magma de nature adakitique. Ce magma adakitique va se mettre en place à l'intérieur des grands plateaux de basalte océanique qu'on appelle OPB, techniquement in English, Ocean Plant Basalt. Yes, I speak very well English. So, quand la Terre a donc refroidi, c'est un océan magmatique, ça a refroidi, et comme, je sais pas, du pain qui fait sa croûte, et bien là on a une croûte océanique sur toute la planète. Sauf que cette croûte océanique, progressivement, va s'épaissir grâce aux adakitiques. Et donc, progressivement, de milliers d'années en milliers d'années en milliers d'années, on va avoir une modification globale de ces grands plateaux basaltiques puisqu'ils sont mélangés avec des adakites. Enfin, à l'époque, c'était pas des adakites. Les adakites, c'est aujourd'hui. Mais bref, un magma adakitique. Donc, on va avoir progressivement des magmas riches en grenat, en amphibole qui s'installent ici. Et donc, on va avoir progressivement un épaississement de cette première croûte qui était de nature basaltique, océanique. À la fin de l'Archéen et après l'Archéen, on se retrouve donc avec un début de petite croûte continentale. Souvenez-vous, on a dit des petits bouts de continents qui apparaissent. Ils apparaissent pourquoi? Parce que magma adakitique, on épaissit progressivement la première croûte formée. Et là, après l'Archéen, il se passe deux phénomènes. Un, nous avons une croûte continentale qui apparaît, qui est épaisse, et deux, la Terre est moins chaude. Ce qui veut dire que la croûte océanique qui s'enfonce va être un peu moins chaude. Alors, on va avoir ici un régime un peu intermédiaire par rapport au régime d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement fusion, mais attention, à plus grande profondeur, puisqu'on introduit de la croûte plus froide. On va avoir naissance de magma adakitique, mais comme la croûte va mettre un certain temps en s'enfonçant avant de fondre, elle aura le temps de perdre de l'eau
et nous allons avoir le phénomène de métasomatisation du manteau, c'est-à-dire hydratation du manteau. Je vous rappelle que l'eau s'échappe, le manteau hydraté descend en profondeur et arrivé dans cette zone à 150 km de profondeur, effectivement, il y a fusion et on va avoir également du magma qui remonte. Donc ce magma issu de la péridotite hydratée va se mélanger au magma adakitique et même s'il ne se mélange pas, il va monter. On va avoir finalement une croûte qui progressivement change de nature. Combiné à ça l'épaisseur de la CC qui augmente, le processus de cristallisation fractionnée et de liquide résiduel qui se déplace, acidification des liquides résiduels, vous voyez bien que progressivement on acidifie la croûte qui se trouve au-dessus des zones de subduction. Et on va finir par arriver au régime actuel, c'est-à-dire que la fusion de la croûte a disparu parce que la croûte est beaucoup plus âgée, plus froide, et on va simplement avoir le processus de déshydratation avec la métasomatisation du manteau, c'est-à-dire l'hydratation provoquant la fusion du manteau à cette profondeur, et on va donc avoir à partir de maintenant une remontée de basalte provenant d'une péridotite hydratée. Voilà pourquoi, arrivé après l'Archéen, nous avons une forte augmentation de la croissance de la croûte continentale. Ce n'est pas le fait qu'on fabrique plus de croûte tout court, on fabrique plus de croûte continentale. Parce que de la croûte au départ, on en avait, mais c'était de la croûte océanique. Et progressivement, elle s'acidifie, change de nature et devient de l'ACC tout simplement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de CC sur la planète. Donc sur cette carte nous avons la répartition mondiale des roches archéennes. Vous voyez que globalement Amérique du Nord, Groenland, Amérique du Sud, Afrique du Sud. Vous connaissez peut-être les gneiss d'Akasta qui sont assez connus, 4,03 giga-années. On a trouvé également des formations rocheuses dans la baie d'Hudson au Québec et qui ont 4,28 giga-années. On a des gneiss de 3,8 giga-années à Amitsoq au sud du Groenland. La plus vieille trace d'AD1 qu'on a, ça va être non pas une roche mais un zircon, là, ici, en Australie. On l'a trouvé donc dans d'autres roches, hein, il provient d'une érosion et donc il aurait 4,404 giga-années. Bref, la CC primitive a beaucoup disparu en raison des nombreuses subductions qu'il y avait à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de chaleur. Or, entre-temps, comme la Terre a perdu de la chaleur, le régime de production de CC a changé, on a moins de destruction, on a moins de subduction, et on a pu conserver des petits morceaux de CC primitive. Donc, cette disparition de croûte continentale et la fabrication de nouvelles croûtes, ça s'appelle le turnover des continents. À l'époque, le turnover était très rapide, on fabriquait, on détruisait. Aujourd'hui, le turnover est beaucoup plus long, à tel point qu'il a le temps de modifier le faciès des plaques. Et je vous présente le cycle de Wilson. Donc Wilson a dessiné ce cycle. Donc on démarre d'une croûte continentale stable. Elle subit un rifting, séparation du continent en deux continents, avec progressivement écartement des deux morceaux fracturés. Mais changement de régime, nous ne sommes plus en extension mais en compression. Et nous allons avoir donc une subduction. Cette subduction va emmener à la fermeture de l'océan et on va avoir de nouveau les morceaux qui se recollent, sauf qu'ils se recollent avec des intrusions de croûte océanique, de magma différents. On va avoir des plis, on va donc avoir un épaississement et cet épaississement va progressivement diminuer en raison de l'érosion et on va repartir sur un continent quasiment plat. Bref, on redémarre le cycle. Voici comment, depuis l'histoire de la planète, les continents se sont formés puis modifiés.